Bonjour à tous, bienvenue. Merci. Entrez, entrez, prenez place. Donc, je me présente, je m'appelle Christophe Renaudino, je suis le CEO de Jumbo Mana. On est une start-up spécialisée dans les avatars interactifs. Et moi, ça fait 15 ans que je fais de l'intelligence artificielle. Je baigne dedans depuis pas mal d'années. Et donc ça, c'est ma première passion. Et j'ai une deuxième passion, c'est le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans mon univers et on va parler IA et jeux vidéo. Et donc, avant de parler d'IA générative, de révolution, de ce qui va tout transformer dans le secteur du jeu vidéo, on va déjà faire un état de l'art de l'IA, en tout cas comment est créée l'IA à l'heure actuelle dans les gros studios et même les plus petits, pour bien comprendre quels sont les enjeux de l'IA à l'heure actuelle dans le jeu vidéo et quelles sont les grosses problématiques, pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore cette effervescence de l'IA générative. Donc déjà, pour bien comprendre cela, il faut savoir une chose, c'est que quand on crée des IA dans le jeu vidéo, eh bien, en fait, tout se passe dans les moteurs 3D, style Unity ou Unreal Engine. Et en fait, lorsqu'on regarde de plus près, eh bien, ces moteurs-là, ils ont des mécanismes d'IA assez sommaires, voire archaïques. Ça passe par des arbres de décision ou alors des scripts codés entièrement à la main. Et du coup, on n'a pas vraiment de vraie révolution d'IA dans ces moteurs. Et du coup, si on prend des exemples de grosses productions de jeux vidéo tels que Red Dead Redemption, où vraiment, lorsqu'on joue, on peut interagir avec plein de personnages, plein d'objets différents, et qu'on croit qu'il y a une vraie diversité et une vraie intelligence dans le jeu, mais en fait, tous ces comportements-là sont codés à la main par des développeurs, et c'est les développeurs qui anticipent tous les cas d'usage, tous les dialogues et toutes les possibilités. Donc ça demande énormément de développement et de lignes de code pour anticiper tous ces cas-là. Sur Baldur's Gate 3, c'est la même chose. Même si les personnages, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur background, leur histoire, et qu'il y a une richesse, une profondeur dans les personnages non-joueurs, bah, tout ce que disent ces personnages-là sont écrits à la main par des auteurs, et tout est scripté en amont. Et les seuls cas où il y a des IA un peu plus évoluées, comme par exemple à l'époque Alien Isolation, et ben, même si l'alien a été travaillé pour avoir des comportements non prévisibles, ça reste des systèmes d'arbres décisionnels, donc assez rudimentaires, et encore une fois, tout doit être fait à la main. Et donc, aujourd'hui, dans le secteur du jeu vidéo, on a une véritable dichotomie qui est en train de se créer, avec des moteurs de jeu comme Unreal Engine, notamment sur les dernières versions, où vraiment ces moteurs poussent le réalisme dans ses retranchements, jusqu'à aller jusqu'à du photoréalisme, et d'un autre côté, des IA très sommaires, voire complètement stupides. Et du coup, moi, en tant que joueur, et je pense que c'est la plupart aussi d'entre vous, ben, en fait, je suis un peu frustré de voir des mondes très bien pensés par les éditeurs et qui nous amènent vraiment dans un monde imaginaire qui nous fait rêver et on a envie de s'immerger là-dedans. Et dès que j'interagis avec un PNJ, eh ben, c'est des dialogues qui tournent en boucle et je perds complètement l'immersion et il y a un vrai retour à la réalité. Et du coup, je me suis posé cette question il y a quelques années, c'est pour ça que j'ai fondé Jumbo Mana. Eh ben, pourquoi il y a cette dichotomie? Pourquoi on a des IA aussi sommaires, aussi peu évoluées dans l'industrie de jeux vidéo? Alors que moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux que des arbres de décision, que de devoir tout coder à la main. Et pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi le deep learning, notamment, n'est pas démocratisé dans l'industrie? Alors la première réponse, c'est que déjà, de créer des IA performantes, ça coûte cher. Donc soit sur les grands cas, par exemple comme Red Dead Redemption, où il faut tout coder, tout anticiper en amont, bah forcément c'est une équipe de développement et voilà, ça prend beaucoup de temps que seuls les gros studios peuvent se permettre. Et ensuite, le deep learning. Donc le deep learning, c'est cette technologie qui date d'il y a 10 ans, qui permettent
de recréer des réseaux de neurones, donc de resimuler l'intelligence humaine, eh ben, ça demande une expertise très pointue, des data scientists, des PhD en IA. Et du coup, c'est des compétences que l'industrie du jeu vidéo n'a pas forcément. Il faut savoir qu'un jeu vidéo, ça coûte cher, voire très cher à produire. Il faut des artistes, des développeurs, des animateurs, des game designers. Si en plus, on doit rajouter des PhD en IA, ça va démultiplier les coûts. Et pour les grands groupes, bah, c'est coût en plus. Et pour des studios indépendants, c'est juste impensable d'avoir des PhD en IA pour un développement de jeux vidéo. Et du coup, pour régler un peu toutes ces problématiques-là, on a une nouvelle révolution qui est en train d'arriver, qui est déjà même à portée de main, c'est l'IA générative avec ChatGPT. Il faut bien comprendre dans cette révolution-là de l'IA générative, ce n'est pas tant la technique qui est la révolution, parce que typiquement, ChatGPT, d'un point de vue de recherche scientifique, c'est les travaux de recherche qu'on connaissait bien avant que ChatGPT existe. La vraie révolution, elle est dans sa démocratisation. C'est-à-dire qu'avant, pour refaire ChatGPT, il fallait avoir une équipe de PhD vraiment très calée sur le sujet pour justement avoir accès à ces modèles. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on a des API qui nous permettent de se connecter et du coup d'accéder à des modèles de pointe, même si on n'est pas expert en IA. Et c'est vraiment cette démocratisation-là, hop, je reviens en arrière, qui va permettre justement de démocratiser l'IA, notamment dans le jeu vidéo. Et notamment, grâce à ça, il y a eu plusieurs avancées, plusieurs démonstrateurs techniques de l'IA générative dans le jeu vidéo. La première, elle remonte à quelques années. C'est une start-up aux États-Unis qui s'appelle InWorld, qui a créé le premier jeu conversationnel, donc vraiment aux prémices de l'IA générative, où on était un détective à la manière d'un Sherlock Holmes futuriste, et où on pouvait discuter avec des personnes, avec des technologies de chatbot qui permettent justement de converser. Ensuite, il y a eu des modes, par exemple sur Skyrim avec ChatGPT, ou encore dernièrement avec Ubisoft, et notamment le Neo NPC, où là, Ubisoft a fait une vraie démonstration, au-delà de la conversation, vraiment d'avoir des gameplays dans l'IA conversationnelle, c'est-à-dire qu'il fallait gagner la confiance d'une personne, plus on lui parlait, plus vous pouvez débloquer des éléments d'histoire. Et du coup, au-delà de ces vidéos que vous avez pu voir tourner, si vous êtes un peu passionné de jeux vidéo et d'IA, faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Dans un premier point, déjà, l'IA n'est pas magique. C'est-à-dire que quand on prend un ChatGPT, il va être extrêmement performant pour comprendre ce qu'on lui met en entrée, donc comprendre vos questions, comprendre tous les textes qu'on lui donne à manger. Par contre, lorsqu'il génère du contenu, là, il ne comprend absolument pas ce qu'il est en train de générer. C'est de la statistique pure. Et du coup, c'est pour ça qu'il va halluciner et digresser et raconter un peu n'importe quoi. Et du coup, l'enjeu dans le jeu vidéo, le vrai enjeu, c'est de restreindre ces modèles génératifs à un univers, à un personnage, pour que lorsque je parle à un forgeron dans un RPG médiéval, qu'il ne me dise pas « Ah, j'ai adoré le dernier iPhone et j'adore les selfies ». D'accord ? Tout de suite, là, sinon, ce n'est pas possible. On va être complètement déconnecté du jeu. Et pour faire ça, du coup, nous, on développe une technologie qui sont des IA de raisonnement qui permet justement d'avoir une IA qui va forcer, qui va contrôler l'IA générative pour vraiment contraindre l'IA à une personnalité, à un univers et éviter toutes les discrétions pour que chaque personnage puisse uniquement incarner son entité dans le jeu vidéo. Je fais juste une petite parenthèse, mais qui est très importante aussi, c'est que l'IA générative apporte aussi d'autres sujets, notamment sur l'impact environnemental. Faut savoir que plus on va démocratiser l'IA générative, plus il y aura un impact très fort sur l'environnement, parce que dès qu'on fait de l'IA générative, derrière, c'est des GPU, NVIDIA principalement, qui tournent et qui ont un impact carbone très important. Et du coup, il est primordial, et c'est pour ça aussi qu'on est labellisé France 2030, c'est qu'on travaille aussi à réduire l'impact environnemental dans la démocratisation de l'IA générative. Et le deuxième point aussi, c'est la souveraineté de l'IA. C'est-à-dire que nous, on peut
toutes nos IA sont hébergées en France, sous la loi française et européenne. Et du coup, c'est-à-dire que lorsque vous conversez avec une IA, eh ben, on respecte aussi que toutes vos données personnelles, tout ce que vous échangez avec l'IA, eh ben, ça vous appartienne et qu'on garantisse votre vie privée et la data privacy. Et du coup, ça nous amène justement à Felony, un jeu qui va nous permettre justement d'incarner un détective et de converser avec des personnages non joueurs. Et là, la véritable révolution, c'est que l'ensemble du gameplay est basé à 100% sur l'IA générative. C'est-à-dire que vous n'avez pas de pistolet, vous n'avez pas de jeu de plateforme. Vous jouez directement par la voix et c'est par l'interaction que vous avez avec les personnages que vous allez pouvoir avancer dans l'histoire. Et du coup, on va vous présenter aujourd'hui Felony, qui est disponible. En tout cas, il y a la page Steam pour wishlister. N'hésitez pas à nous soutenir. Et pour tester le gameplay, je vais vous demander d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Zuka.